Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mes résultats pour l'étude sur le portage fécal d'entérobactéries sensibles et résistantes aux céphalosporines de troisième génération chez les animaux domestiques, chiens et chats, avec un focus sur l'espèce Escherichia coli. Alors, tout d'abord, un petit mot sur le contexte. Donc, il faut savoir que c'est en 1928 qu'Alexander Fleming a découvert les antibiotiques, mais c'est seulement à partir de 1942 que ces antibiotiques ont été largement industrialisés. Et donc, cette industrialisation, elle a mené à une pression de sélection. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à la fois une surconsommation et un mésusage des molécules antibiotiques, que ce soit en santé humaine, en santé animale, mais aussi dans le monde de l'élevage. Et donc, ça a engendré l'émergence de phénotypes de résistance aux antibiotiques au sein des populations bactériennes. Aujourd'hui, on se dirige de plus en plus vers un ralentissement de la découverte de nouvelles molécules antibiotiques et en parallèle, on voit de plus en plus de phénotypes de résistance aux antibiotiques qui émergent au sein des populations bactériennes et cette émergence, elle a eu tendance à s'accélérer depuis les années 2000. Un facteur clé de l'émergence de nouveaux phénotypes de résistance aux antibiotiques, c'est la possibilité qu'ont les bactéries de se transmettre du matériel génétique via des éléments génétiques mobiles de façon horizontale, tels que les plasmides. Donc, l'existence de cette dualité entre la diminution de la découverte de nouvelles molécules antibiotiques et l'augmentation de l'incidence des souches BMR amène à des impasses thérapeutiques. Donc, une approche qui est pertinente pour pouvoir traiter de ces problèmes d'antibiorésistance, c'est l'approche One Health, aussi appelée approche Une Santé. Alors, dans cette approche, la santé, elle est définie comme un bien-être global qui est partagé entre les humains, les animaux et leur environnement. Pourquoi est-ce que cette approche, elle est pertinente? C'est parce qu'il a été décrit au début des années 2000 dans la bibliographie que 60% des maladies infectieuses sont d'origine zoonotique. Donc, l'Institut Pasteur de la Guadeloupe tend de plus en plus à mettre en place des études qui vont adopter cette approche Une Santé. Et 2 articles qui ont été publiés par notre équipe de recherche cette année ont montré la présence d'entérobactéries qui sont résistantes aux céphalosporines de troisième génération, que ce soit dans l'environnement chez la faune sauvage, chez les animaux de la faune sauvage, mais aussi dans les eaux de captage et au niveau des stations d'épuration, ainsi qu'en portage fécal chez les animaux vivant proches de ces stations d'épuration. De plus, il a aussi été montré dans la bibliographie en 2009 que les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé vétérinaire ont une prévalence avec un portage fécal d'entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération qui est beaucoup plus important que le reste de la population. Donc, nous avons décidé de nous intéresser au portage fécal de ces entérobactéries C3GR chez les animaux domestiques. Alors, quels sont les objectifs de cette étude? C'est tout d'abord de définir la prévalence du portage fécal des entérobactéries BLSE chez les animaux domestiques, chiens et chats en Guadeloupe. Ensuite, d'évaluer des facteurs de risque qui pourraient favoriser l'acquisition d'entérobactéries BLSE en portage fécal chez ces animaux-là. Par la suite, de déterminer le type de BLSE qui circule chez les animaux domestiques et quel plasmide est porteur du gène codant pour cette BLSE chez les souches isolées. Et enfin, d'étudier la diffusion de clones d'entérobactéries BLSE chez les animaux domestiques en Guadeloupe. Alors, comment a été mise en place cette étude? Donc, c'est grâce tout d'abord à Stéphanie Guillaumard qui a contacté un réseau de cabinets vétérinaires, donc 7 cabinets vétérinaires, ainsi que le refuge animalier le plus important de la Guadeloupe. Donc, nous avons fait 2 campagnes de prélèvement. Une première campagne qui a eu lieu de juin à septembre 2019. Donc, cette campagne-là, elle était prévue. Elle nous a permis de faire des écouvillons, enfin, elle a permis de récupérer des écouvillons rectaux sur 201 animaux. Et ensuite, en juin 2020, il y a eu une autre campagne beaucoup plus réduite qui n'était pas prévue et dont je vais parler plus tard dans la présentation. Alors, comment ça s'est passé? Donc, on a demandé aux vétérinaires de chaque cabinet de réaliser des écouvillonnages rectaux pour récupérer les fesses chez les chiens et les chats. Et pour chaque animal prélevé, on demandait de remplir un questionnaire qui renseignait sur les informations relatives à l'animal, c'est-à-dire, par exemple, son sexe, son âge, mais aussi ses habitudes de vie, telles que le fait qu'il soit en contact d'autres animaux, ou alors si c'était un animal qui restait attaché ou libre et capable de vagabonder. Les écouvillons rectaux, ils étaient réalisés à J0,
et ils restaient en général stockés à 4 degrés dans les cabinets vétérinaires jusqu'à ce que je les ramène au laboratoire de l'Institut Pasteur, en général sous 48 heures. Ensuite, je réalisais un enrichissement en milieu sélectif, puis j'isolais les bactéries d'intérêt sur des milieux sélectifs, donc un milieu chromogène pour les colis et un milieu spécifique des Klebsiella. Enfin, j'ai pu identifier mes colonies d'intérêt grâce à des calories et j'ai pu déterminer leur profil d'antibiorésistance en réalisant des antibiogrammes. Alors, comment a été sélectionnée la population d'études que j'ai pu étudier par la suite? Grâce à des critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, les critères d'inclusion, c'était que les animaux sur lesquels on allait réaliser les écouvillonnages rectaux devaient être des chiens ou des chats qui venaient en consultation soit pour la vaccination, donc qui n'avaient pas de troubles de santé particuliers, ou alors qui venaient dans les cabinets pour des affections qui étaient différentes des troubles gastriques. Par contre, les animaux étaient exclus de l'étude si jamais dans le questionnaire on voyait qu'il avait été renseigné que l'animal avait erré à une période de sa vie, ou alors si on n'était pas sûr de son lieu de résidence. Ils étaient aussi exclus si on leur avait administré des antibiotiques sur une durée de moins de mois à partir du jour du prélèvement, et s'ils présentaient des troubles gastriques tels que la gastroentérite ou une diarrhée chronique. Donc, comme je l'ai dit, on a pu prélever, grâce aux vétérinaires, 201 animaux, et après avoir appliqué les différents critères d'exclusion, on a eu 185 animaux dans notre étude. Alors ici, je présente le résultat de la prévalence du portage fécal d'entérobactéries sensibles au C3G et résistants. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si j'ai encore ça, oui. Donc, on a bien 185 animaux dans l'étude avec 60 chats et 125 chiens. En ce qui concerne les souches de Klebsiella sensibles aux céphalosporines, à peu près la moitié des animaux de l'étude en avaient un portage fécal. Par contre, on a isolé une seule Klebsiella BLSE chez un chat. Et pour les souches de colis productrices de BLSE, on a pu isoler 13 souches chez les 185 animaux de l'étude. Quand on regarde plus particulièrement d'où proviennent les animaux qui sont porteurs au niveau fécal de souches productrices de BLSE, on se rend compte que 6 chats sur 7, soit 86% des chats positifs pour le portage de BLSE au niveau fécal, étaient des chats du refuge animalier. Pareil, on voyait que pour les chiens, il y avait un chien qui venait du refuge sur tous les chiens positifs pour le portage fécal de BLSE, soit 14%. Donc, on voit bien qu'il y a une forte de prévalence de souches, en particulier d'Escherichia coli productrices de BLSE, chez les animaux qui sont au refuge animalier. Alors, toujours grâce aux réponses qui avaient été renseignées dans le questionnaire et grâce à l'aide aussi de Benoît Tressiard, qui est biostatisticien au CIC, j'ai pu évaluer des facteurs de risque qui seraient statistiquement significatifs pour favoriser l'acquisition d'une entérobactérie BLSE au niveau fécal chez les animaux domestiques en Guadeloupe. Alors, certains des critères renseignés dans le questionnaire sont ici. Donc, le sexe, soit être un mâle, soit être une femelle, l'âge, donc plus ou moins 20 mois, le fait d'avoir eu un passage au niveau du refuge animal, l'espèce, chien ou chat, le fait de présenter ou non une maladie chronique, et en fait, le fait d'avoir une administration antibiotique entre 1 et 3 mois à partir du moment où on avait prélevé l'écouvillon rectal. Donc, en analyse univariée, ce qu'on observe, c'est qu'il y a deux facteurs qui sont significativement, qui favorisent significativement l'acquisition d'une entérobactérie BLSE. Tout d'abord, le fait que l'animal soit un mâle, avec une p-value de 0,027, et surtout, le fait d'avoir un passage au niveau du refuge animalier avec une p-value inférieure à 0,01. Ensuite, en analyse multivariée, en prenant en compte tous les facteurs de confusion, on se rend compte que c'est uniquement le passage au niveau du refuge qui reste un facteur qui favorise significativement l'acquisition d'une entérobactérie BLSE au niveau gastro-intestinal chez les animaux domestiques en Guadeloupe. Donc, tous les isolats de souches productrices de BLSE ont été envoyés à séquencer en WGS, donc Whole Genome Sequencing. Et les résultats nous ont permis de générer l'arbre phylogénétique suivant pour les isolats de colis productrices de BLSE. Alors, rapidement, un point de méthode. Pour générer cet arbre,
tout d'abord, on a réalisé un assemblage de novo avec Space. Ensuite, une analyse de la qualité des séquences avec Quast. Par la suite, on a annoté les séquences avec Proca. Ensuite, on a extrait les corps génomes avec Rory. On a supprimé les séquences de recombinaison avec Clonal Frame. Et enfin, avec RaxML et ITOL, on a pu générer l'arbre phylogénétique que vous voyez ici. Donc, rapidement, pour la légende, ici, on a signalé en noir et en vert les chiens et les chats. Ensuite, en ton de bleu, c'est le type de BLSE. Là, on voit les gènes de résistance aux antibiotiques et en vis-à-vis, on a les plasmides retrouvés chez les isolats. Alors, là, je vous ai mis les résultats sur lesquels on va vraiment se focaliser. Donc, on voit bien que sur cet arbre, il y a formation de différents clades. Je ne sais pas que vous voyez. Alors, ici, tout d'abord, on voit que ce sont des animaux, chiens et chats, qui sont tous issus du refuge, qui partagent le même ST, donc le ST328, et surtout qui ont seulement un SNP de différent entre les isolats. Donc, en réalité, on se rend compte que c'est une souche clonale de colis productrice de BLSE qui circule au sein du refuge animalier. Là, on voit aussi la formation d'un clade avec 3 souches qui ont un seul clone de différence. Les animaux étaient tous issus d'un foyer à Sainte-Rose et voyaient tous le même cabinet vétérinaire à Capestarbello. Et à côté, on a une souche qui est un peu plus éloignée avec 70 SNP de différence. Donc, on a pu rentrer en contact avec le cabinet vétérinaire et ensuite avec le propriétaire. Et on s'est rendu compte que c'était une personne qui a un foyer d'accueil pour animaux et qui possédait dans son foyer tout le temps ces 3 chiens porteurs d'un même clone et qui avait eu 2 passages dans son logement pendant 1 an et demi, un 4e chien, et celui-là portait une souche de colis productrice de BLSE avec 70 SNP de différence par rapport aux clones qui circulent chez les 3 chiens qui sont tout le temps dans le même logement. Ensuite, on peut voir que dans nos isolats, on avait 2 types de CTXM. En majorité, la CTXM1 qui, dans la bibliographie, est décrite comme étant souvent chez les animaux. Et pour 2 isolats, on a retrouvé la CTXM15 qui est plutôt décrite comme étant la CTXM qu'on retrouve chez l'humain. Enfin, un résultat sur lequel on s'est un peu plus penché par la suite, c'est la présence, du coup, du plasmide INC-I1 chez tous les isolats qui étaient porteurs de la CTXM1. Donc, si je dois résumer, les 3 résultats à retenir de cet arbre phylogénétique, c'est la circulation d'une souche clonale de colis productrice de BLS au sein du refuge, avec 2 types de CTXM, la CTXM1 et la CTXM15 dans nos isolats, et enfin une forte prévalence du plasmide INC-I1 chez nos isolats de BLSE, mais uniquement chez ceux qui étaient porteurs de la CTXM1. Donc, grâce à tous ces résultats, c'est-à-dire la forte prévalence de colis productrices de BLSE dans le refuge, ainsi que le fait que le passage dans le refuge soit très significativement un facteur qui favorise l'acquisition de BLSE en portage gastro-intestinal, et grâce aux résultats qu'on vient de voir dans l'arbre phylogénétique, on peut dire que le refuge pourrait constituer un hotspot qui favoriserait l'acquisition de souches de colis productrices de BLSE chez les animaux domestiques, chiens et chats de Guadeloupe. Alors, comme je l'ai dit en préambule, il n'y a pas eu une seule campagne de prélèvement, mais en fait, il y en a eu 2. Donc, face aux résultats qu'on a obtenus, donc dans les 185 animaux qui étaient inclus dans notre étude, il y en avait 70 issus de foyers domestiques et il y en avait 15 qui étaient issus du refuge. Et on a bien vu que ce refuge constituera un hotspot pour l'acquisition de souches productrices de BLSE au niveau fécal pour les animaux domestiques. Donc, sur les 185 animaux, on a isolé 14 isolats BLSE, donc 40 étaient issus du refuge. Donc, on a décidé de retourner faire des prélèvements 1 an plus tard, mais uniquement au refuge, sur 18 animaux. Et là, on s'est rendu compte qu'on n'isolait aucun isolat BLSE. Donc, j'ai pris contact avec le refuge animal pour savoir quelle était la cause de ces résultats qui étaient assez étonnants. Et ils nous ont expliqué que quand on avait restitué les résultats de prévalence de la première campagne de prélèvement, ils ont mis en place un nouveau protocole sanitaire. Et quand j'avais récupéré les prélèvements de la première campagne, tous les animaux vivaient à plusieurs dans des box. Donc, les chats étaient tous libres dans un grand box et les chiens étaient à 3, à 4 dans des box. Par contre, lors des prélèvements réalisés pendant la deuxième campagne,
tous les chats étaient de façon individuelle dans des nacelles et tous les chiens étaient mis individuellement dans des box. Et en plus, ils ont augmenté la fréquence de nettoyage des matières fécales dans les box, ce qui a fait chuter le péril fécal et donc qui pourrait expliquer pourquoi on n'isole pas de souches productrices de BLSE lors de la deuxième campagne de prélèvement. Alors, donc, comme je l'ai dit pendant le point sur le contexte, il a déjà été montré que dans la faune sauvage, on décrivait la présence d'un plasmide INKI1 porteur de CTXM1 qu'on retrouve aussi chez les humains. Donc, on a décidé de faire un mapping pour pouvoir comparer les séquences plasmidiques entre les INKI1 retrouvés chez les animaux domestiques dans des souches BLSE et les INKI1 qu'on retrouvait dans des souches BLSE de la faune sauvage chez des humains. C'est ce que vous voyez ici. Et on voit bien qu'il y a une forte homologie de séquences entre les plasmides INKI1 qu'on retrouve dans ces différents biotopes. Donc, on peut en conclure qu'il y a d'une part la circulation de ce plasmide INKI1 porteur de CTXM1 entre les biotopes animaux de la faune sauvage, humains et les animaux domestiques. De plus, on peut aussi en déduire que les animaux domestiques constituent un réservoir d'entérobactéries productrices de BLSE porteurs de INKI1 à partir duquel les humains pourraient se contaminer et vice-versa. Ah oui, pardon, j'ai pas dit, mais ce mapping, il a été réalisé grâce à Brig. Ensuite, étant donné la forte prévalence à laquelle on a retrouvé ce plasmide I1 dans des isolats de colis productrices de BLSE, j'ai décidé de m'intéresser à la possibilité qu'on puisse le retrouver dans des souches de colis sensibles aux céphalosporines de troisième génération. Donc, pour pouvoir faire ça, j'ai réalisé un screening en PCR sur 51 souches d'Escherichia coli qui étaient sensibles aux céphalosporines de troisième génération. Et j'ai retrouvé à 8% de prévalence ce plasmide INKI1, mais cette fois non porteur de la CTXM1, dans les souches de colis sensibles aux céphalosporines de troisième génération. Donc, du coup, on a à nouveau réalisé un mapping, mais cette fois en reconstruisant un des plasmides INKI1 porteur de CTXM1 qui avait été trouvé dans un isolat BLSE, avec les séquences plasmidiques des plasmides INKI1 qu'on avait récupérées de souches de colis sensibles aux céphalosporines de troisième génération. Et là, ce qu'on voit, c'est deux choses. Premièrement, qu'il y a une très forte homologie de séquence avec presque 100% pour un des plasmides de colis sensibles aux céphalosporines de troisième génération. Et on voit aussi l'apparition de deux zones de recombinaison qui sont identiques, ici et ici, donc symbolisées par les cadres rouges, et qui correspondent en fait à des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc, l'hypothèse qu'on peut poser, c'est qu'il existerait un plasmide ancestral qui circulerait chez les animaux domestiques et qui, au cours de son évolution, aurait acquis des gènes de résistance aux antibiotiques, dont la CTXM1. Donc voilà, en conclusion, les idées principales à retenir de cette étude, c'est que premièrement, le refuge semble constituer un hotspot qui favoriserait l'acquisition de souches d'Escherichia coli productrices de BLSE chez les animaux, chiens et chats au niveau gastro-intestinal en Guadeloupe. Deuxièmement, qu'un plasmide, INKI1, qui a déjà été décrit dans la faune sauvage et aussi dans l'environnement, est aussi présent chez les animaux domestiques qui sont porteurs de souches productrices de BLSE. Donc, ces animaux domestiques représentent un réservoir à partir desquels l'humain peut se contaminer et vice-versa. Et enfin, que ce plasmide INKI1, il n'est pas seulement présent chez les souches productrices de BLSE, mais aussi chez les souches sensibles aux céphalosporines, ce qui suggère la possible existence d'un plasmide ancestral qui a acquis le phénotype BLSE au cours de son évolution. Alors, des perspectives pour cette étude. Donc, ce serait tout d'abord de faire du mignon sur les 4 souches de colis sensibles aux céphalosporines de troisième génération où j'ai pu isoler le plasmide INKI1 de façon à améliorer la qualité des mappings. Ensuite, de réaliser des conjugaisons in vitro pour pouvoir vérifier la transférabilité du plasmide. Donc, même si sur les mappings, on voit déjà qu'il y a toute la machinerie nécessaire à la transférabilité, il faut quand même le vérifier. Par la suite, on pourrait déterminer le mécanisme d'acquisition des gènes de résistance aux antibiotiques qui confèrent le phénotype BLSE. Et enfin, potentiellement, on pourrait aussi déterminer le nombre et la chronologie des événements qui ont permis d'aboutir à un plasmide INKI1 porteur de la CTXM1 qui circule actuellement.
Voilà, merci de votre attention. Je vais retirer. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à part Gersand? Oui, il y a quelqu'un d'autre. D'accord. Il a juste mis son prénom. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous auriez des questions, des commentaires? Est-ce que si je fais ça? Faites la barre pour réduire et le... Commentaire. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Ah, de rien. C'est Gersand? Ah oui. J'ai presque tout compris, même si c'était un peu rapide. Ah, pardon. J'ai voulu pas être trop longue, mais j'ai peut-être parlé un peu vite, c'est vrai. Est-ce que tu peux aller à des hospices? Oui. Alors, pourquoi je ne peux plus? Alors, bon. Je crois que je pourrais remonter facilement comme ça. C'est là que les gens font les portages. Oui. Donc, pourquoi une telle différence de portage entre chien et chat? Tu as une idée? Alors, pourquoi une telle différence de portage? Oui, dans la description. Ah. Alors, ben, moi, je pense que c'est parce que les chiens, ils étaient seulement à 2 ou à 3 par box, alors que les chats, ils étaient tous ensemble dans le même, en liberté, dans le même enclos. Donc, ça pourrait expliquer qu'il y a encore plus de brassage qu'entre les chiens. Et en plus, les chiens, la plupart, ils avaient la possibilité d'être libres, en fait, de vagabonder la journée, de ne pas être tout le temps enfermés et de revenir, ce qui n'était pas le cas des chats. Donc ça, c'est peut-être un facteur qui a influencé ça. En tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'après vos recommandations, ils aient mis en place des nouveaux protocoles. Alors oui et non, parce que du coup, ouais, c'est ça, mais c'est ça. Le bien-être animal, en fait. C'est ça. Ils sont enfermés presque toute la journée, ils sont tous seuls. Ben alors, je pense qu'ils les font sortir, mais individuellement. Et c'est surtout, enfin, pour les soins vétérinaires, à ce qu'ils m'ont dit. Ils sont tous seuls dans des petites nacelles comme ça. Alors que c'était pas comme ça au début. Il y avait un grand enclos, ils étaient tous dedans. Je suppose que c'est plus simple pour ne pas qu'ils se battent entre eux et pour ne pas qu'ils se contaminent, mais ils sont pas très heureux, je pense. Et de pas jouer un bon compromis, bien-être dans des sanitaires, donc ils sont isolés, mais qu'ils sont en gros dans la journée, ils sont en société. Ce protocole, c'est les mêmes qui ont été inventés ou c'est avec des recommandations? Alors, non, c'est avec des recommandations. Ils m'ont expliqué qu'il y a quelqu'un, ils m'ont pas dit qui, mais une personne qui est venue de France, en fait, pour leur proposer de nouveaux protocoles d'hygiène. Et ils ont suivi ces protocoles-là, en fait. Donc, c'est pas eux qui ont décidé de ça. Peux-tu réexpliquer Oui. les 3GR et non C3GR? Ah oui. Alors en fait, donc une C3G, c'est une céphalosporine de 3e génération. Donc ce sont des antibiotiques de dernier recours qui ont un large spectre, on va dire, enfin qui vont pouvoir agir sur un large spectre d'espèces bactériennes. Donc en fait, ce sont les molécules qu'on donne le plus souvent en ce moment en santé humaine et on en retrouve aussi beaucoup en santé animale. Donc quand j'écris C3GR, ça veut dire résistant aux céphalosporines de 3e génération et non C3GR, ben, ils sont sensibles à ces molécules-là. Je ne sais pas si ça a été clair ou pas. Je suis peut-être près de la caméra. Est-ce que vraiment c'est des LIBSE est comparable à celle trouvée dans des animaux domestiques ailleurs? Alors, il n'y a pas vraiment d'études qui ont été réalisées de façon similaire. Déjà, en général, les études sont faites à petite échelle et en plus, elles sont souvent faites sur des animaux malades. Et nous, on a ciblé plutôt une population d'animaux sains, donc c'est difficile de comparer les chiffres. Oui, justement, je vais demander mon critère d'exclusion, c'est pour voir vraiment les portages sur des aliments sains oui. Et pas les confondre avec la bactérie, parce que tu peux avoir une surpopulation des bactéries, c'est ça? Oui. Il y a un déséquilibre. Où il y aurait eu un biais de sélection. Oui. Parce que c'est vrai, c'est intéressant, même si la méthode est différente, ça veut dire avoir ce qui est au milieu
aussi bien ou moins pire Ouais. que d'autres localités, quoi. Bah, en fait, là, on ne peut pas vraiment comparer les chiffres parce qu'il n'y a pas d'études qui sont similaires. Comme disait, la plupart des études, c'est sur une clinique vétérinaire. Avec des animaux qui, c'est le tout venant en fait, donc les animaux sont la plupart du temps malades, donc pas trop comparable. Donc, ce plasmide I1, elle a été retrouvée chez les humains. Oui, je peut-être pas assez insister dessus, mais en fait, quand on fait ce type d'études en parallèle, on va collecter des souches au service de microbiologie clinique au CHU, des souches humaines qui viennent d'infections en fait. Et là, dans le mapping que j'ai montré ici, tu as une souche humaine donc, qui est là en bleu ciel, là. Et on voit qu'il y a une forte homologie, que ce soit avec les souches humaines, avec les souches de rats, donc c'est la jaune et la rose, ou avec nos souches d'animaux domestiques, donc ce sont les deux bleus plus foncés là. J'avais une question par rapport à des perspectives. Oui. Comment tu imagines faire déterminer le mécanisme d'acquisition des gènes vétérinaires? Alors, pourquoi j'ai écrit ça? C'est parce que j'avais trouvé. Alors, Alexis, tu as le droit d'intervenir si je me trompe. En fait, tu sais, tu nous avais présenté ton outil là qui avait l'air hyper intéressant, où on pouvait faire des reconstructions de plasmides qui pouvaient être des plasmides hypothétiques, etc. Et on était tombé sur un article qui parlait des plasmides ancestraux de l'ère pré-antibiotique. Et dans cet article-là, ils avaient pu reconstituer, grâce à un petit peu de bioinfo, les événements qui avaient eu lieu petit à petit, soit par l'ajout de plasmides ou autres, des différents gènes pour pouvoir donner un nouveau plasmide au cours de l'évolution. Et donc, le souci que nous, on a, c'est qu'on n'a pas de description des plasmides qui circulaient de façon ancestrale en Guadeloupe. Ça n'existe pas. Par contre, c'est possible, selon ce que tu m'avais dit après le point, d'essayer de reconstituer un plasmide ancestral en bioinfo et ensuite de le comparer avec une base de données où il y a d'autres plasmides ancestraux qui ont été décrits ailleurs. Ça pourrait être envisageable. Je ne sais pas si ça a du sens. Des gènes, CDICM1, oui. Il y a des interactions épistatiques avec l'autre. Alors, si tu peux définir interaction épistatique. C'est l'interaction entre deux gènes. D'accord. Les évolutifs, ils ne vont pas bouger tout seuls. Ah. Avoir des petits copains. Je sais pas. En général, il est porté par des plasmides, donc c'est rare qu'il bouge tout seul, je suppose. C'est des cassettes. Ah, des oui. cassettes de gènes. D'accord. C'est rare que une souche soit résistante aux étrangers, qui soit pas résistante à autre chose pareil. Donc, oui, c'est quand même des cassettes de gènes de transfert. J'ai un peu du mal à voir quand même que la faisabilité, mais on a discuté. Ouais. C'est vrai qu'on était arrivé sur cette. Ouais, en fait, j'y ai pensé, mais je ne sais pas si. On pourrait le détourner pour en fait, ça avait l'air possible, mais je ne sais pas. Ouais. À bosser. De toute façon, ce ne sera pas un truc inclus dans l'article, hein, c'est juste des perspectives pour réfléchir entre nous. Moi, j'ai une question par rapport à l'outil. Le Brig, là, pour faire le mapping avec Brig. Oui. En fait, ça consiste en quoi? Ça tient compte de la notation aussi, ou c'est de la représentation? En fait, alors. Non, tu me reprends si jamais je me trompe. Mais en fait, si je ne m'abuse, on avait déjà fait une annotation sur Proca et ensuite ça gardait la même annotation et ça mappait juste les séquences au niveau, ça faisait de l'homologie de séquence, quoi, un alignement et ça regardait les correspondances. C'est bien ça? C'est sur l'ensemble de la séquence plasmidique? C'est sur l'ensemble de la séquence plasmidique. Oui, l'ensemble du plasmide, mais en tenant compte des gènes. C'est ça ou Oui, c'est vrai qu'au vu de l'objectif des cernes prévisionnelles, c'est intéressant d'un côté de l'info, la méthode qui soit un peu mieux détaillée. Oui, d'accord. Pour
c'est aussi l'objectif de nous familiariser, de savoir qu'il y a certains outils qui nous permettent de faire quelque chose, et puis quel est le principe. Parce que sinon, pour moi, que je suis naïve sur les sujets, là, tu vois des plaques d'immatriculation, quoi. Ouais. Tu vois, ça analyse programme, on arrive, tu vas mettre PMML. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant de comprendre un peu le. C'est ça que c'est des méthodes classiques hein, que j'utilise régulièrement. Souvent, dans cette étude, mais c'est vrai que. Alors, est-ce que tu veux que je fasse un mot sur chaque logiciel? Non, non, pas là maintenant, c'est juste un commentaire, je pense que c'est intéressant pour les réunions à venir. D'accord. Parce que le but, c'est de nous familiariser avec la bienfo. Donc, je pense que la parenthèse méthode est d'autant c'est aussi importante que les résultats scientifiques en soi. D'accord, ok. J'avais pas eu la même logique puisque en discutant avec David, j'avais cru qu'il fallait que je sois pas trop dans la bioinfo parce que justement, c'était pas le principe, c'était de faire découvrir les différents sujets d'études et pas forcément de traiter de la bioinfo précisément. Mais la prochaine fois, je vais faire ça du coup. Donc, si vous voulez, comme tu as cité, de citer les outils. D'expliquer un peu, ouais, vite fait, ok, ouais. Au niveau de l'environnement, dans quel réservoir se trouve ce plasmide ancestral? Quels animaux? Comment peut s'expliquer les échanges avec les chiens et les chats via l'eau, leur alimentation? Alors, ben ça c'est une grosse question. Je pense qu'il faudrait faire de l'épidémiologie pour savoir. Il y a beaucoup de métadonnées qu'on n'a pas. On peut pas vraiment tracer le vécu des animaux. Par contre, on peut répondre aux premières questions. Donc, c'était dans l'environnement, dans quel réservoir on a isolé Inky 1. Alors, reprenez-moi Mathieu et Stéphanie. Au niveau de l'environnement, ouais. Dans quel réservoir se trouve ce plasmide ancestral? Donc, dans la faune sauvage, il avait été isolé chez des rats. Je crois qu'il y avait aussi des oiseaux, si je ne me trompe pas, Stéphanie. Voilà. Pardon, de Inky 1, pardon, du plasmide Inky 1. Ensuite, au niveau. Oui, pardon. Pour vous, ancestral, c'est sans les gènes ancestral. Oui, pardon. Pour le moment, dans les autres réservoirs, on a regardé que les souches résistantes, donc on ne peut pas savoir quel est le. Ah, lui, il demandait le Inky 1 ancestral? Oui. Ah, pardon, non. Mais pour l'instant, non, il y a juste le Inky 1 porteur de la CTXM1 qui a été décrit dans la faune sauvage au niveau de la steppe et en portage fécal chez les animaux vivant près de la steppe. La station d'épuration. Et en portage fécal chez des animaux qui vivaient proche de la station d'épuration. Donc, je crois que c'était un cochon, un chien et un. Je pose la question, c'est comment émerge en fait un plasmide ancestral. Ah, c'est ça la question, d'accord. Oui, c'est ça. Alors. Quels sont les mécanismes qui vont. Alors, ben, je pense que. Alors, il y a un plasmide qui existe de façon ancestrale dans un ou plusieurs biotopes et qu'au fur et à mesure de l'évolution, il peut y avoir des ajouts grâce à des éléments génétiques mobiles, comme par exemple des intégrons ou des plasmides, au fur et à mesure d'un ou plusieurs gènes, donc ou soit des cassettes qui portent des gènes d'antibiorésistance. Et au fur et à mesure de ces ajouts-là, on va acquérir ou pas un phénotype BLS, par exemple. Si c'est ça la question. De la souche en question en plasmide du génome. Mais ça je trouve que c'est difficile à. Alors, sachant la facilité qu'ont les entérobactéries, c'est. Comment on dit ça? Plasticity en français, c'est quoi le mot? Ah oui, d'accord. Alors, du coup, la plasticité des entérobactéries à pouvoir très facilement se transmettre en transfert horizontal des éléments génétiques mobiles fait que c'est difficile de répondre à cette question, je pense. Mais de possibilités. Comment elles ont émergé, par exemple? C'est dit que c'est le cas, ça vient des. Voilà. Donc, c'était dans les Cuivira et ensuite c'est passé dans les colis au niveau nosocomial et ensuite ça s'est propagé par les. C'est dans l'environnement, mais je sais plus où par contre. Ah d'accord, c'est dans le sol, ok. Et elle l'avait où ces bactéries-là, cette XM? Et puis là, c'est pas la particularité.
Alors là, franchement, je ne sais pas. Ils ont, c'est pas, là, c'est autrement dit, mais elles ont une céphalosporinase sur leur génome qui est très proche en fait de la séquencée. Ah, d'accord. Un jour, c'est des cellules chromosomiques et cette transfération dans le plasmide, et c'est à partir de là, c'est, comme tu dis, après, c'est passé de l'environnement au milieu hospitalier. D'accord, ok. Et après, par contre, comment tu pourrais expliquer que donc, du coup, tu as deux hypothèses sur le fait que les cellules elles se retrouvent dans l'environnement, chez les animaux domestiques, etc. Et comment c'est ça se pourrait être en fait. D'accord. Comment tu peux expliquer ça? Ben, Quel est l'intérêt pour la bactérie quel est l'intérêt pour la bactérie? de garder un plasmide? Mais c'est parce que on a. Alors, quel est l'intérêt pour la bactérie de garder un plasmide une fois qu'elle est en dehors du milieu hospitalier? C'est un coût pour la bactérie. Oui, c'est. Énergétique. Mais c'est que normalement, c'est dans les autres réservoirs, alors il ne va pas exister la même pression de sélection, mais il existe quand même une pression antibiotique. Comme je l'ai dit, il y a un mésusage et une surconsommation d'antibiotiques aussi dans l'élevage, et puis on peut retrouver. Oui, si on prend mes critères d'exclusion, ils étaient. Ouais. Là, tout de suite, je ne sais pas. Alors, l'intérêt de ne pas de garder ce plasmide, je ne sais pas. C'est un plasmide qui pourrait disparaître. Ah! Par rapport à un plasmide qui n'a pas d'acétylxéma, il a une coût énergétique qui n'est pas tout le même. C'est un plasmide qui a une coût énergétique extrêmement faible. D'accord. De rester chez des populations bactériennes, même en l'absence de pression de sélection, mais probablement il y aura. Oui, donc en fait, il n'a pas d'intérêt à rester. C'est ça? Sur le long terme, les gardes, voilà, si jamais à un moment, peut-être ça va être utile dans ce cas-là. Très vite, ils vont échanger. D'accord. Ok, parce que je me disais, il n'y a pas d'intérêt, du coup, je cherchais un intérêt, mais. C'est un peu le projet de famille. Ah, d'accord, ok. Une fois qu'on a transféré, combien de temps elle garde voilà, effectivement, si elle fait un coût, quel est le coût énergétique pour la bactérie? D'accord, ok. C'est un plasmide ancestral, une très très belle réalisation. Le fait d'avoir la donc, il peut le conserver. Ok. Conserver, mais c'est quand même une population bactérienne qui va attendre à disparaître. D'accord, ok. Pas de résultat. La bactérie peut débarrasser au niveau énergétique, c'est-à-dire au niveau. Ouais, c'est une sélection, c'est Darwin. Donc, si jamais il n'y a pas d'intérêt pour la bactérie, c'est pareil. Oui, l'énergétique, ça veut dire qu'elles ont en termes de croissance, en fait, ça va leur. Ça va ralentir leur croissance. Ça leur bouffe de l'énergie. Donc, ça va avoir tendance à. Le pauvre David depuis tout à l'heure. Vas-y, David, apose-toi. Ok, désolé, ma question est confuse à cause de ancestral. Je voulais juste savoir où on retrouve cette bactérie dans l'environnement et comment elle se transmet aux animaux. Ah oui, donc c'était ça que j'avais compris. Je sais, ok. Alors, du coup, donc c'est ce que j'avais dit au début. Donc, vous aviez retrouvé dans l'environnement au niveau des stations d'épuration et chez les animaux en portage fécal qui vivaient autour de la station. Vous aviez aussi retrouvé ça dans la faune sauvage, donc chez des rats et aussi chez un oiseau. Et dans les eaux de captage, si je ne m'abuse. Dans ton article, Stéphanie, tu n'en as pas retrouvé? Dans les eaux, l'article que tu as publié l'année dernière, 2019? Non? D'accord, ok. Il n'y avait pas de. On n'a jamais publié sur les autres captages. Ah, c'est pas des eaux de captage, c'était quel type d'eau? Ah, d'accord. Ok. Donc, ben voilà, seulement station d'épuration, animaux proches des stations d'épuration et animaux de la faune sauvage. Alors, comment ça va se disséminer, on va dire? Ben, je suppose que c'est souvent, je ne sais pas si tu as déjà vu ce type de schéma, mais on montre que les animaux vont se contaminer à partir de l'environnement, donc par contact ou par consommation d'eau souillée ou de végétaux souillés par les bactéries, en particulier les eaux usées. Donc,
d'où la pertinence des stations d'épuration. Ensuite, étant donné que ce sont des animaux qui vont être en vie proche avec les humains, de la même façon, par contact avec un animal qui serait infecté ou par consommation d'une viande d'un animal infecté qui ne serait pas assez cuite ou quoi, il y a possibilité d'avoir aussi une colonisation de son tractus gastro-intestinal chez l'homme. Et c'est comme ça qu'on peut remonter vers des souches qu'on retrouve chez des personnes qui sont hospitalisées au CHU et qui sont similaires à celles qui sont dans l'environnement. Je ne sais pas si elle... C'est Gersand? Oui. C'est clair ou c'est pas clair, Gersand? Ou si j'ai parlé trop vite aussi. Après, comme on n'est pas nombreux, tu sais, tu peux ouvrir ton micro, je pense. Merci. Yes. Je n'ai pas très bien entendu les explications précédentes qui avaient l'air aussi très intéressantes. Tu es très gentil, merci Gersand. Elle n'a pas de micro ni de cam. Ok, il n'y a pas de souci. Sorry. Pas de problème. Et moi aussi, sorry, en fait, j'avais demandé effectivement à Gaël de ne pas rentrer dans les détails du info pour l'instant, mais après, on va essayer de faire des présentations plus sur les outils. Voilà, sur les outils. Oui, c'est le coup de faire une présentation. Comment faire un arbre génétique. En fait, c'est pas c'est deux choses différentes. On a présenté des styles articles. Oui, c'est une recherche. Mais si on avait, toi, si elle était entrée dans le détail, c'est difficile de faire un peu le tour, ça serait beaucoup plus long aussi. Bon, il faut peut-être dans ce cas-là faire sur une partie. Oui, c'est vraiment bon, on voit, oui. C'est à la réunion de recherche. Là, il y a beaucoup, hein. Oui, non. C'est pour ça. Non, mais après, c'est des réflexions qu'on avait par rapport aux thématiques qu'on aborde dans les différentes épidémies. Parce que c'est vrai que ça, c'est une présentation aussi de recherche. Voilà, exactement. Donc, je vais c'est bien de faire un peu les découpage de tout. Donc, ça illustre en fait les applications. C'est des styles. Exactement. Ça, c'est des exemples d'applications d'outils. Ok. Vas-y. Vas-y. Parce que là, du coup, sur ce schéma, on voit que pour une souche donnée, on retrouve plusieurs plasmides. Est-ce que c'est des signatures de ces différents plasmides ou ça veut dire qu'ils ont chaque souche a, par exemple, 5 ou 6 plasmides? Oui, en fait, là, ce que tu vois juste, c'est dans quelle souche, quel type et de plasmide on retrouve, en fait. Ils sont vraiment retrouvés dans leur intégrité. Chaque plasmide. Oui, c'est ça. Ouais. Et est-ce que là, on n'a aucune des souches qui ne présentent aucun plasmide? Est-ce que ça arrive de trouver des souches productives PLSE qui n'ont pas du tout de plasmide? Non, je pense pas. Ça nous est arrivé. Ah oui? Ok. Sur la faune sauvage, notamment, on avait fait normalement, non. Après, après, le truc, c'est qu'entre le moment où tu as isolé ton truc. Tu as isolé ta souche. Ouais. et les repiquages. En fait, dans un moment, entre le moment où tu vas l'isoler et tu vas l'envoyer à séquencer, mais des fois, Ah, d'accord, ça serait expliqué comme ça. Ça va expliquer comme ça. Après, c'est vrai qu'il faudra quasiment refaire des antibiogrames avant d'envoyer à séquencer pour être sûr qu'ils ont expliqué. Normalement, il n'y a pas de raison que c'est des bas plasmides. Ouais. Ou alors c'est un plasmide qui n'est pas décrit et d'accord. Ça ne sort pas. Mettre en doute quand même sur l'idée qu'à chaque fois, il y ait le plasmide qui soit présent, même s'il y a des signatures. En France, où on utilise un briquet, c'est le briquet qui a. Et on fait c'est au niveau de la couverture, sur la. Je crois qu'on s'est mis à 90 ou. Et du coup, c'est pas sûr qu'il y ait toujours le plasmide même présent. Oui, parce que là, c'est des détecteurs de plasmide, c'est des bouts de séquences que vous avez. Oui, ça c'est des WGS, c'est pas du mignon. Et donc, tu sais,
niveau de représentativité par rapport à la séquence totale. Parce que oui, c'est ça que, par exemple, avec les pages, tu vois que tu peux avoir plein de bouts et tu ne sais pas au final si c'est un principe ou si c'est des bouts de même page qui sont découpés par chose, tu ne sais pas si c'est un ou c'est plusieurs, donc en fonction de la profondeur, la longueur de tes. Surtout que les pages là, c'est des relaxants qui est spécifique à un petit peu plasmide. En fait, tu peux avoir des plasmides hybrides, plusieurs relaxants. Et auquel on fait, ouais, Je sais pas, oui, effectivement, c'est un indicateur en fait. c'est plus la couverture. C'est un indicateur de fréquence, mais c'est pas quantitatif. Non. Non. Et combien de plasmides tu as en bactéries? C'est une sorte Ben, énergétique. Ouais, c'est ça, il n'y a pas vraiment de réponse. Elles en ont facilement. Enfin, si on suit avec toutes les réserves télémétriques, elles ont 5. Ils n'ont pas tous. L'école, par exemple, c'est des petites plateformes. Générateur de. Qui ont un moindre coût énergétique. C'est tout. Et il y a déjà des études avec ces plasmides de X1 ancestral et celui qui a le CDI7-1 où on mesure les pôles énergétiques de ce portage. On mesure le? J'ai pas compris. Les pôles énergétiques des CGN, il y a des études, bon, vous avez dit que c'est un pôle énergétique qui n'est pas très fort. Et ça a déjà été fait. Ouais. Après, la homogénéité, c'est juste pour ce plasmide ancestral. Il n'y a pas d'article sur le plasmide ancestral. En fait, c'était ça ta question finalement, la comparaison. C'est pas connu, hein, mais en général. C'est pas connu, comment les plasmides, enfin, il y a plusieurs hypothèses. En fait, ce qui est vraiment bien, finalement, partout dans le monde, on retrouve ces animaux. Après, pour le moment, c'est une hypothèse. Il faudrait en fait des souches diamant d'utilisation. Après, je pense que c'est impossible. Ah ouais, je sais pas. C'était juste pour la réflexion. Ouais. On saura mieux avec des sujets. D'accord, ok. Est-ce que il y a encore d'autres questions? C'est bon. Ok. Ben, je vous remercie de votre attention. Et je te laisse, David, reprendre la main, du coup. Dernier message. Je vais devoir vous laisser. Des manies m'attendent. Merci beaucoup, Gaël, pour cette présentation claire et très intéressante. Je vais un peu plus surveiller mes chats. Merci pour les réponses. Merci d'être venu, Jason, c'est gentil. Pour conclure, on va, en fait, juste pour dire que donc merci Gaël, et on va essayer de, les prochaines fois, faire des réunions un peu plus espacées. On va garder une réunion par mois. Je pense à la réflexion de c'est ça, peut-être pousser un peu les présentations, les illustrations de on avait discuté avec Alexis, peut-être avec des focus également. Enfin, c'est vrai que c'est pas sur cette étude, on a pu faire des focus, par exemple, je sais pas, sur la